le sujet est très vaste. Parler en 10 minutes du sujet de l'impact sur l'humain et sur les organisations du digital, au sens large, parce que tout le monde l'a dit depuis le début, l'IoT, enfin l'objet connecté, n'est qu'un support pour capter de la donnée et créer de la valeur à partir de ça. Donc, parler de l'impact humain en 10 minutes, ça va être chaud. Mais on va essayer de survoler le sujet et en tout cas de bien le déflorer. Bouton gauche. Ouais, parce que sinon je fais une bêtise à chaque fois. Alors, plusieurs l'ont dit, il est clair que l'objet connecté, donc l'IoT, s'inscrit dans une chaîne de la valeur. Donc je vais capter la donnée, je ne vais pas refaire le discours technique, surtout que je n'en ai pas du tout la prétention. Cette donnée, je vais devoir la structurer, la stocker, donc on va parler de stockage de masse, de big data, je vais pouvoir l'exploiter pour prendre des décisions, donc on peut aller jusqu'à des outils de type Manufacturing Execution System, donc MES. Je vais pouvoir à partir de là, avec l'approche data science, bâtir des modèles prédictifs, probabilistes, pour aider à la prise de décision. Et ces modèles prédictifs, en les exploitant dans des applications informatiques, donner des outils qui se rapprochent d'un outil d'intelligence artificielle à des opérationnels pour prendre des décisions. Tout ça, si je le regarde dans l'environnement industriel, ça a un impact en termes de transformation des fonctionnements et de la chaîne de prise de décision. Parce que quelque part, l'opérationnel, et là je me situe dans l'usine, l'opérationnel qui est l'opérateur va avoir accès à de la donnée, va avoir accès à une aide à la prise de décision, va avoir accès à des informations qui vont l'aider dans son quotidien dont il ne bénéficiait pas jusqu'alors. Et jusqu'alors, il se tournait vers une personne qui était clé dans l'organisation, dans l'atelier, c'est le chef. Et le chef, du coup, il a beaucoup moins de valeur ajoutée en tant qu'expert technique. Donc ça va poser des questions sur son rôle, sur sa place, et ça va bouger complètement les lignes dans l'organisation. Donc si on regarde l'impact du digital et donc de l'IoT, puisque l'IoT est un élément de la chaîne de la valeur de l'exploitation de la data, dans un environnement industriel, l'impact va être grandissime. On peut le regarder aussi de côté service apporté au client en complément du produit manufacturé. Évidemment, ça peut remettre en question des modèles économiques complets. Quand Michelin commence à réfléchir à embarquer de la technologie de captage de la donnée sur des pneumatiques, ça va bousculer également sa façon de commercialiser, exploiter, produire. Donc ça peut bouleverser son modèle économique. Et c'est vrai pour des avionneurs qui exploitent de plus en plus de données venues des compagnies aériennes. C'est vrai pour des fabricants d'équipements d'engins de chantier. Je pense à Pauclin, avec qui on a eu des discussions et qui intègre de l'IoT sur ces machines. Donc tout ça va bouleverser les modèles économiques. Donc qui dit bouleversement du modèle économique et de l'organisation dit transformation. Et quand on parle de transformation, il y a un triptyque qui est clé, qui est d'appuyer sa transformation et l'évolution de l'organisation sur une vision, sur une stratégie claire. Deuxième point clé dans le triptyque, c'est d'adapter l'organisation pour qu'elle soit performante et qu'elle continue à apporter le service attendu par le client et d'autre part être économiquement parlant pertinente. Et pour que tout ça fonctionne, il faut aussi que l'humain qui est au cœur de tout ça soit aussi compétent, qu'on rejoigne ses appétences et qu'il soit engagé pour que tout ce système puisse fonctionner. Donc on va rentrer dans une approche systémique qui est importante. Et grosso modo, la transformation qu'on va générer par l'apport de l'outil digital, qu'on soit de l'IoT au stockage de masse, à la data science, l'apport de ça va passer par une adaptation du comportement humain. Alors, c'est là où on dit, je ne vais pas refaire encore les présentations précédentes, il n'y a quasiment plus de freins. Enfin, il y a de moins en moins de freins d'un point de vue technologique. On est capable de mettre en place des outils de captation de la donnée sur des distances longues, à des coûts extrêmement réduits.
on est capable de stocker de la donnée en masse sur du cloud accessible en free sur le net, sur des applications diverses et variées, Microsoft, etc. Donc, il y a peu de limites, il y a beaucoup moins de limites d'un point de vue technologique. Par contre, la transformation qu'on va induire par tous ces outils et par cette capacité à prendre les décisions différemment, va avoir un vrai frein, enfin un vrai risque lié à l'organisation et à l'humain. Parce que grosso modo, j'amène de la technologie, encore faut-il que cette technologie soit acceptée par l'opérationnel qui va l'utiliser. Donc encore faut-il accompagner le changement que cela va induire, parce qu'il y a des gens qui vont avoir une forme de quotidien qui va complètement être bouleversée. Et encore faut-il adapter les organisations, parce que grosso modo, les chaînes de décision et les chaînes de valeur étant modifiées, les organisations doivent suivre. Et nos organisations historiques sont de moins adaptées à l'impact de ces technologies. Donc quand on parle de changement du business model, il est autant d'un point de vue purement business par rapport à l'offre que je vais avoir vers le client, mais il est aussi très fortement lié à l'organisation interne chez l'industriel. Si on fait un focus rapide sur l'acceptabilité de la technologie, alors je m'amuse à le résumer ainsi. C'est très résumé, mais grosso modo, il y a trois piliers dans la question de l'acceptabilité de la technologie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein. On parle de robotisation, d'impression 3D, d'IoT. Il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est grosso modo, en étant très simpliste, si j'introduis un robot dans une usine de fabrication, qui n'en a pas jusqu'alors, le robot est porteur d'un message, d'une croyance, qui est grosso modo, il va détruire des emplois. C'est un peu caricatural, mais c'est comme ça que ça se passe dans un atelier. Donc, si je ne travaille pas en amont en termes de communication, d'accompagnement des hommes sur cette capacité à traiter la croyance, je vais me heurter à des difficultés d'acceptabilité. Quand bien même j'ai traité cet aspect symbolique de la technologie, reste encore à l'appréhender. L'appréhender, ça veut dire qu'il faut que je travaille sur l'interface entre la technologie et l'opérateur, l'utilisateur, le plus tôt possible. Là, je suis en train de travailler, moi, avec une entreprise qui intègre, alors on est limite sur du 4.0, on est presque sur du 3.0, mais sur un outil Manufacturing Execution System, donc les outils qui permettent de piloter la production au plus près des machines, donc de la supervision. Les gens qui vont utiliser ça, donc le management de proximité, une partie des opérateurs, très tôt dans le projet, on les implique pour qu'ils choisissent les interfaces, la façon de représenter les données, la façon d'avoir une forme de reporting, la façon dont ils vont saisir les données qui ne sont pas captées directement sur les machines. Parce que cette IHM, donc cette interface entre l'homme et la machine, va être le nerf de la guerre pour que l'opérateur et l'opérationnel soient partie prenante et donc soient dans l'acceptation de la technologie. Et quand bien même on a réussi à traiter de la symbolique, quand bien même on a réussi à travailler sur l'interface entre l'homme et la machine, et que l'opérateur ou l'utilisateur dit « nickel, moi ça me va », mais dans 80% des cas, on déploie et grosso modo on continue comme avant. On n'utilise pas la technologie et on continue. Or, ça a été toujours vrai. Hein. À l'époque, on ne parlait pas de data et de technologie telles qu'on les décrit aujourd'hui. Ne serait-ce qu'à l'époque, on a déployé dans les industries des solutions ERP, GPO, etc. Les gens continuaient à utiliser Excel à côté de la GPO. Voilà. Et ça, il faut accompagner l'usage pour aller jusqu'au bout de l'acceptation de la technologie. Donc c'est extrêmement compliqué. Il faut à la fois traiter de la symbolique, il faut à la fois traiter de l'interface pour accepter l'utilisation, et il faut à la fois aller jusqu'à accompagner l'usage pour basculer. Donc, un des premiers piliers de l'accompagnement de l'humain et de l'organisation, c'est ça. Ça veut dire qu'il va y avoir un gros travail de conduite du changement. Et quand on parle de conduite du changement, c'est se mettre à l'écoute des équipes, c'est faire évoluer le modèle de management, c'est accompagner les managers pour qu'eux aient les bons éléments de langage, c'est travailler sur la communication, c'est impliquer les gens dans le choix des interfaces,
c'est faire travailler les gens le plus en amont possible pour qu'ils se sentent impliqués. Donc ça passe par un process où très vite, il faut partager les enjeux, très vite il faut impliquer les gens dans la compréhension des sujets et dans le diagnostic pour à la fin aller jusqu'à l'accompagnement des équipes et aussi du dirigeant. On ne va pas tout décrire, mais... Ouais. Non. Mais si je prends le premier point qui est partage des enjeux, partage de l'urgence, quand on fait un diagnostic de type usine du futur, projet de transformation digitale, on part jamais des process. Le point de départ d'un diagnostic pour construire une roadmap, une feuille de route sur un sujet de transformation digitale dans une entreprise industrielle, c'est toujours la vision, la stratégie, les enjeux de haut niveau. Et ensuite, on rentre, excusez-moi l'expression, dans la vis de 4, dans le process, pour déterminer quels sont les sauts technologiques qui vont être opportuns. Donc on part toujours des enjeux, on part toujours d'une vision de haut niveau. Si quelqu'un vous dit, je viens chez vous, je vais vous expliquer comment on peut déployer les nouvelles technologies, le digital dans votre usine, et vous dit, montrez-moi votre process, je vais vous dire qu'est-ce que je mets en place sur votre process, celui-là, dites-vous qu'il y a un problème, quoi. Partez de la stratégie. Et dans la conduite du changement, partez du partage de ces enjeux, de cette stratégie, et donc de la notion d'urgence à changer. La notion d'urgence dans le changement, c'est aussi savoir expliquer aux équipes que les entreprises industrielles ou pas, qui n'ont pas pris le virage du digital, sont déjà pour certaines en partie mortes, et pour celles qui ne sont pas encore mortes, ne mettront pas trop longtemps. Qui a eu dans sa vie en possession un téléphone de marque Nokia? Il y en a pas mal. Qui aujourd'hui a un téléphone de marque Nokia? Il y en a beaucoup moins. Nokia a quasiment disparu dans la téléphonie parce qu'ils n'ont pas pris le virage apporté par cet homme-là, quoi, enfin, l'iPhone. Amazon a mis en difficulté des entreprises comme France Loisirs, comme d'autres structures. Donc, il y a beaucoup de structures qui, n'ayant pas pris le virage digital, aujourd'hui se sont retrouvées en difficulté. Alors, j'en parlais tout à l'heure. Dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, on a vu un exemple qui est une usine qui est à Annecy, dans les Alpes, qui fabrique des pompes à vide, donc Pfeiffer Vacuum. Et grosso modo, la question qu'ils avaient posée à Human2Data, c'est à partir des mesures faites sur les composants usinés, est-ce que vous êtes capable de prédire le comportement de la pompe assemblée? Ben oui. Donc on a récupéré des données. Alors l'anecdote, c'est qu'il y avait des données qui, eux, considéraient comme non pertinentes. On leur a dit donnez-les. Et finalement, ces données qui n'étaient pas pertinentes, finalement, elles avaient une influence sur le résultat au final. Donc, modèle prédictif, petite application pour l'opérateur qui fait fonctionner le banc d'essai, qui lui dit grosso modo, ben, la pompe que tu as en main, il y a tel niveau de risque qu'elle soit dysfonctionnante ou pas. Et grosso modo, là où il passait il y a 9 mois, 100% des pompes sur banc d'essai, et c'était le goulot d'étranglement de l'usine, aujourd'hui, ils en passent 40%. Donc ils ont dégoulotté l'usine, ils ont gagné en productivité de manière assez forte, avec un projet d'accompagnement qui a été assez court. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière ça? C'est que, grosso modo, l'opérateur qui fait fonctionner les pompes, enfin les bancs d'essai pour passer les pompes, et qui aujourd'hui a une appli qui lui dit vas-y, vas-y pas, quoi, go, no go, bah lui, il devient complètement autonome. C'est-à-dire qu'avec l'aide de l'IA, avec l'aide de l'application, il devient complètement maître de son process, associé à sa connaissance du process. Donc là où jusqu'alors, quand il avait un doute, il appelait le chef, ben il n'appelle plus le chef. Et donc dans cette organisation, ça a eu des incidences sur
Ben, c'est quoi le rôle d'un chef d'équipe, d'un manager de proximité dans une organisation industrielle, là où l'opérateur gagne en autonomie. Donc c'est pour ça que le digital va bouleverser des organisations hiérarchiques et peut-être amener à repenser ces modèles organisationnels. Ça va aussi nous amener à devoir travailler avec un réseau autour de l'entreprise beaucoup plus dense. Parce qu'il ne faut pas rêver, les entreprises industrielles ne sont pas des entreprises digitales natives. Et donc pour intégrer une expertise sur toutes les technologies qui gravitent autour du digital aujourd'hui, ça va être compliqué, à moins d'investir très lourdement. Et c'est pour ça que, y compris des entreprises de grande taille qui avaient historiquement une approche un peu repliée sur elles-mêmes, aujourd'hui, elles savent s'entourer de start-up, d'entreprises innovantes pour apporter des solutions nouvelles dans leur environnement. Et ça va nécessiter de faire évoluer les compétences, et c'est la slide qui est juste après. Talent étant le couple entre compétence et appétence. Et grosso modo, c'est quoi? C'est que dans nos environnements industriels, ça va aussi amener une question qui est l'évolution des compétences, des expertises nécessaires pour exercer nos métiers. Alors évidemment, il y a un enjeu premier, celui-là, il ne faut pas le rater, c'est ne faites pas disparaître la compétence process. Ce n'est pas parce qu'on digitalise un process, on automatise un process, qu'il faut perdre la compétence. Il faut garder la compétence, même si on a des opérateurs qui deviennent des pilotes de lignes automatisées. Donc gardons la compétence clé. Par contre, à côté de ça, on a de nouvelles formes de compétences qui vont apparaître. D'ailleurs, ne me demandez pas quels seront les métiers qui seront là présents dans l'industrie dans 20 ans, je ne sais pas. Et je défie quiconque de me le dire. Parce qu'il y a des métiers aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 10 ans, quoi, data scientist, etc. Donc, ça va nécessiter une nouvelle forme d'approche de la compétence, non plus par métier, mais par briques d'expertise. Là où, historiquement, dans nos industries, on crée des métiers, la formation initiale a mené à des métiers, je pense qu'on va devoir raisonner en briques d'expertise, en briques de compétences, et être capable d'englaner, d'en développer de nouvelles tout au long de sa carrière. Et ça, non seulement ça va nécessiter une forte adaptabilité des personnes, mais ça va nécessiter à notre système de formation, y compris en termes de formation continue, une capacité à accompagner ces gens-là. Et alors, il y a déjà des choses, des prémices là-dessus, hein. Quand on parle d'education to employment, c'est les liens qui se créent de plus en plus forts entre la formation initiale et l'industriel. Mais on n'est qu'aux prémices. Quand on parle de nouvelles formes de formation, quand on parle donc de blended learning qui va associer de la formation en présentiel, du digital, etc., c'est une nécessité de l'intégrer. Donc, l'absolue nécessité pour les hommes dans les organisations industrielles de rester agiles et de s'adapter à l'évolution de l'organisation et des technologies va nécessiter aussi de les accompagner de manière continue pour ajouter des briques de compétences et non pas forcément de transformer des métiers. Merci.